Alors, il y a les infrastructures routières, je suis d'accord, il y a les écoles, il y a tout ce qu'on a construit. Et je dis merci, Monsieur le Président, mais il y avait quand même de la place pour réformer les autres politiques publiques. On ne l'a pas fait. J'imagine que, je crois que tout ce qui a été fait comme infrastructure ne vaut pas la moitié de cet endettement. À un moment donné, on s'endette pour consommer. À un moment donné, on s'endette pour rembourser les autres dettes. Parce que, qu'est-ce que fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle de la gestion proactive de la dette. Proactive, ça veut dire qu'on anticipe. Mais on anticipe quand on voit un danger à l'horizon. Donc, la gestion proactive de la dette n'existait pas avant la crise de la dette des années 80. Ça n'existait pas. Mais la communauté financière internationale a mis en place ce dispositif pour éviter les défauts de paiement. Parce que quand un pays est endetté qui ne peut pas rembourser, ce sont... Je suis Donatien Robé, je suis socio-économiste, je fais des évaluations de politique sociale. Je suis donc spécialisé en politique sociale. Je suis consultant indépendant en protection sociale. Alors, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025, parce que j'estime que j'ai des idées à apporter à la Côte d'Ivoire. J'ai des idées nouvelles à apporter dans le débat politique, parce que je me suis rendu compte depuis que nous faisons des élections en Côte d'Ivoire qu'il y a certaines thématiques qui sont traitées de façon superficielle. Sur l'école, sur l'emploi, sur la santé. Alors, tous ceux qui se présentent, ils disent qu'ils vont permettre, par exemple, aux Ivoiriens de se soigner, sans toutefois dire comment ils vont le faire. Et ils disent qu'ils vont construire des écoles, comme s'il suffisait de construire des écoles pour que tout le système scolaire aille bien. Et ils vont dire qu'ils vont créer des emplois, sans toutefois dire comment ils vont créer ces emplois-là. Bien sûr, quand ils le disent, les populations applaudissent. Moi, je pense que sur cette thématique-là, c'est vrai, c'est des thématiques politiques, mais il y a aussi un aspect technique derrière toutes ces politiques publiques. On n'aborde pas ces thématiques-là, enfin, ces aspects techniques. Ce qui fait que quand les gens arrivent au pouvoir, ben, c'est maintenant qu'ils commencent à réfléchir. Or, c'est en amont qu'il faut réfléchir. Et moi, je pense qu'il faut mettre toutes ces questions sur la table, surtout le volet technique de toutes ces questions, de toutes ces politiques publiques. Ben, je vois que l'environnement politique est un peu pollué. Et on parle d'éligibilité. J'ai l'impression qu'on va toujours parler de cette question jusqu'au 25 octobre. Et malheureusement, c'est toutes ces questions qui polluent le débat public parce qu'on n'entre pas dans les questions de fond. Malheureusement, là, il y a la question de la radiation du président du PDCI, de la liste électorale. Bon, moi, je ne commente pas les décisions de justice, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que le politique prenne le relais pour prendre des décisions politiques dans le but d'avoir une élection inclusive en Côte d'Ivoire. Parce que exclure une partie, parce qu'il y a Laurent Gbagbo aussi qui n'est pas candidat, Charles Blé Goudé, ce sont des visions, des pans entiers d'une vision qui disparaît dans le débat politique. Laurent Gbagbo, par exemple, il n'est pas candidat, mais c'est une vision sociale qui disparaît dans le paysage politique. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apporter beaucoup de choses dans ce débat-là. Il ne faut pas les exclure. Il faut prendre... La justice a décidé, mais il faut prendre des décisions politiques pour qu'on puisse avoir effectivement une élection inclusive. Bien évidemment, quand on voit ça, on sait que de loin, tous les ingrédients sont là pour avoir une élection difficile, mais au-delà de l'élection, pour avoir une période très difficile pour la Côte d'Ivoire. On l'a déjà vu en 2010. Donc, il faut faire en sorte d'éviter ces problèmes-là. Parce que, vous savez, les tensions politiques ont une influence négative sur l'économie, forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des entreprises qui voulaient investir, qui ont suspendu leurs investissements. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois. Il y a des entreprises qui voulaient, ou alors il y a des Ivoiriens qui voulaient consommer, acheter une voiture, une maison, qui vont s'abstenir de le faire. Il y a des entreprises qui voulaient embaucher en CDI des jeunes, mais qui vont
se dit non, je préfère attendre parce que je ne sais pas, ça ne sert à rien d'embaucher quelqu'un et puis après j'aurai des difficultés dans mon entreprise. Donc tout sera suspendu. Déjà l'environnement est délétère. Tout sera suspendu, malheureusement, et ce n'est pas fait pour l'économie. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, depuis 2012, nous sommes dans une phase importante de notre économie. Notre économie est libérée, les Ivoiriens consomment, il y a les investissements qui reprennent. Et malheureusement, si on retombe encore dans ces travers, ce ne serait pas bien pour tout le monde. Technique. Moi, j'ai une option technique. Je ne veux pas, honnêtement, m'éterniser sur les questions politiciennes. J'ai déjà dit que ce débat va polluer l'atmosphère politique. Et si je me mets encore à donner mon point de vue, vous allez voir que cette interview va prendre, tout ce sujet-là va prendre toute l'interview. Ce n'est pas mon objectif. Moi, je veux parler d'autres choses. Je veux parler des idées. Je veux parler des projets qu'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, ces questions qui interviennent, qui arrivent toujours quand il y a des élections présidentielles, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas m'éterniser sur ces questions parce que j'estime que si tous nous nous mettons à parler de ces questions-là, plus personne ne parlera d'idées, plus personne ne parlera d'options techniques, d'options stratégiques en termes de politique publique. Moi, je me suis rangé dans un domaine bien précis, et donc je veux y rester. Ceci étant dit, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a toujours toléré la double nationalité. Donc après, si on veut appliquer la loi, il va sans dire qu'il faut aller plus loin. Parce qu'au-delà des Tidiam-Tiam, il y a les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Allemagne, qui sont sans doute dans cette même situation. On va ouvrir une boîte on va dire, boîte à outils, où on va prendre chaque outil pour faire tout ce qu'on voudra. Voyez-vous, moi je pense qu'à un moment donné, il faut faire abstraction de tout cela, aller droit au but. L'objectif, quand on fait de la politique, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis 2012, on n'a pas fait des réformes structurelles. Donc, il faut penser à cela. L'école aujourd'hui est dominée par le privé. 77% des établissements du secondaire général sont des établissements privés. Il n'y a que 23% qui sont des établissements publics. Alors que moi, à ma connaissance, dans aucun pays, on ne voit ce genre de situation. Vous allez aux États-Unis, pays libéral, ben, dans le secondaire général, même dans tout le système éducatif, 90% des Américains vont à l'école publique. Vous allez en Angleterre, où il y a la City, où l'Angleterre, qui est un des pays en matière de libéralisme très très en avance, mais je vous assure qu'en Angleterre, l'école est publique là-bas d'abord. C'est vrai qu'il y a de l'école privée, mais c'est dans une moindre proportion. Voyez-vous, en matière de soins en Angleterre, l'État est acheteur et vendeur de soins. C'est-à-dire que nous avons un système public en Angleterre, comme au Canada. Et pourquoi en Côte d'Ivoire? Parce que nous estimons que nous sommes dans un régime libéral. On doit avoir l'école secondaire du secondaire général qui est dominée par le privé. Ce n'est pas normal. Mais moi, j'ai pensé qu'avec la croissance que nous avons eue, avec la richesse que nous avons créée, c'est vrai, il y a les infrastructures, mais il y a de la place. Il y avait de la place pour faire des réformes à l'école, pour faire des réformes dans le domaine de la santé. Je pense qu'on ne l'a pas fait, c'est une faute, je dirais même, du régime, du pouvoir du président Ouattara, parce qu'on devait réformer l'école, pour que l'école publique soit le fer de lance de notre système éducatif. On ne l'a pas fait, c'est une faute. Parce que cette situation, elle date du début des années 1990. Dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, on a décidé que l'État n'investit plus dans l'école et la santé d'ailleurs. Donc l'État n'a plus investi. L'État a donc concédé une partie du service public de l'enseignement au privé. Mais ça, c'est une situation d'exception, parce que nous sommes en crise. Nous sommes dans un programme d'ajustement structurel. Entre 2000 et 2010, on était dans ce qu'on appelle l'effet d'onde de guerre. Il y avait eu la guerre, l'économie était en récession, bon, pas vraiment en récession, mais les Ivoiriens ne consommaient plus, il n'y avait plus d'investissement, donc la croissance, on avait une croissance autour de 2000% à partir de 2004, mais
Et on n'avait pas une croissance qui pouvait nous permettre de vraiment produire et d'investir. Et donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'est pas sorti de cette exception. Mais maintenant, à partir de 2012, la paix est revenue. On est sorti de la guerre, donc il fallait inverser la tendance. C'est-à-dire qu'il faut que l'école publique redevienne le fer de lance de notre système éducatif. Parce que, voyez-vous, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont tous fait l'école publique. Et pourtant, aujourd'hui, 67%, ça c'est aussi des statistiques socio-économiques qu'il faut rappeler, 67% des élèves en Côte d'Ivoire vont à l'école privée. 67%. À quoi cela est dû? Parce que l'État n'a pas construit des établissements. L'État n'a pas construit d'école. Alors j'entends souvent dans le débat public qu'on a construit tel nombre de classes, mais pour quel résultat? Parce qu'en 2010, il y avait 75% des établissements qui étaient privés et 25% qui étaient publics. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a 77%. C'est-à-dire que même le président Ouattara a rajouté 2% sur les 75%. Donc on a aggravé la situation. Et le nombre d'écoles, d'établissements construits a baissé. Nous sommes à 23% d'établissements. Ça veut dire que nous avons régressé. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime soi-disant libéral. Mais aux États-Unis, c'est un régime libéral. Mais l'école publique est toujours là, qui domine tout, qui prédomine. En Angleterre, pareil. En France, pareil. Pourquoi nous comprenons mal le libéralisme? Sur toutes ces thématiques de politique publique, le gouvernement a échoué. Je suis d'accord. Sur les infrastructures routières, honnêtement, c'est impeccable. Moi, je suis content quand je suis à Abidjan, quand je vois ces infrastructures-là, je suis vraiment content, fier d'être ivoirien. Et je dis merci au président Ouattara. Mais une fois que j'ai dit ça, pour le reste, c'est négatif. Parce qu'on n'a pas investi comme il fallait dans l'école, on n'a pas investi comme il fallait dans dans la santé. Quand on parle de santé, on nous dit qu'il y a tel nombre de... Il y a un hôpital à moins de 5 km et on donne le pourcentage. Mais un système éducatif, ce n'est pas que l'offre de soins. Parce que quand on parle d'hôpitaux, c'est l'offre de soins. Un système sanitaire, ce n'est pas que l'offre de soins, mais c'est aussi la demande de soins. Donc, la demande de soins, c'est la capacité de la population à acheter les soins qui sont dans les hôpitaux. C'est-à-dire que si vous avez un hôpital de dernier cri équipé, tout avec un plateau technique de dernier cri, mais même si cet hôpital est, je crois, à moins de 2 km de chez vous, si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas y aller. Parce qu'après, il faut payer la consultation, il faut payer l'ordonnance. Voyez-vous? Donc, tout n'est pas d'améliorer l'offre de soins. Je rappelle, la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, a amélioré l'offre de soins. Ça, il n'y a pas à redire là-dessus. Toutes mes félicitations, en plus des infrastructures routières, l'offre de soins a été améliorée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans tous les standards internationaux. Je suis bien d'accord et j'applaudis. Simplement qu'on n'a pas amélioré la demande de soins parce qu'à côté de tout ça, les Ivoiriens, il faut qu'ils payent pour se soigner. Et ils n'ont pas les moyens. Je vous rappelle aussi des statistiques. En Côte d'Ivoire, nous avons entre 40 et 60% des dépenses de santé qui sont dues au paiement direct. Le paiement direct, c'est quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, vous payez, vous n'avez pas de couverture santé. Donc il n'y a pas de tiers payant. Vous payez et on vous donne les soins. Le médecin vous soigne, il vous ausculte et il vous donne une ordonnance. Et vous allez à la pharmacie, vous payez aussi à la pharmacie directement parce que vous n'avez pas d'assurance maladie. Et ça, c'est on va dire, un déterminant de la pauvreté. C'est-à-dire que le paiement direct, parce qu'au moment où vous tombez malade, vous pouvez ne pas avoir de l'argent. Si vous n'avez pas de couverture santé, vous n'avez pas d'argent, alors bonjour l'automédication, bonjour l'indigénat. C'est ce que vous allez faire, vous êtes condamné. Et il y a même des Ivoiriens qui considèrent la santé comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand il a 10 000 francs CFA, il est malade, il doit manger ou se soigner. Il sait que s'il utilise ces 10 000 francs pour se soigner, il n'aura plus rien à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tricher sur sa santé. Il va acheter les médicaments dans la rue. Il va faire de l'indigénat. Tout ça va lui coûter peut-être 2 000 francs pour pouvoir manger avec le reste. Donc la santé aujourd'hui est devenue la variable d'ajustement. Mais ce n'est pas normal. Donc on construit des hôpitaux, mais qui doit y aller? Des animaux? Ce sont les hommes qui doivent y aller, ce sont les femmes qui doivent y aller, ce sont les enfants qui doivent y aller. Mais ceux-là, il faut qu'ils aient la capacité de payer les soins. En effet,
c'est la CMU, l'assurance maladie, qui améliore la demande de soins, en effet. Mais justement, où nous en sommes avec la CMU ne marche pas. Moi-même, je suis évaluateur de politique publique sociale. J'ai évalué la CMU dans le cadre de mon organisation, la Côte d'Ivoire sociale. Mais je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Ce que j'ai constaté, ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons fait une évaluation qualitative. Donc, on a fait des questions semi-directes qu'on a posées aux gens, on a interrogé les gens. Mais on a eu des résultats qui sont assez clairs, très explicites. Les gens ne sont pas satisfaits de la CMU. Alors, donc on parle de la CMU, on nous dit 18 millions d'enrôlés. Mais 18 millions d'enrôlés, ce ne sont pas 18 millions de bénéficiaires. Il faut faire la différence. Donc la CMU ne marche pas. La CMU, c'est une politique publique, et une politique publique, logiquement, on n'a même pas besoin de faire la publicité de cette, parce qu'elle est censée aider les populations à avoir accès aux soins. Mais si les populations boudent cette politique sociale, cette politique publique, c'est qu'il y a un problème. En fait, peut-être que certaines personnes ne me connaissent pas, mais moi j'interviens beaucoup sur la politique sociale. C'est-à-dire que la CMU, je peux dire, je suis le seul à critiquer la CMU en Côte d'Ivoire. Je peux le dire. J'interviens dans les journaux. Peut-être que vous ne m'avez jamais vu ou d'autres personnes ne m'ont jamais vu, ça je suis d'accord. Mais moi j'interviens toujours dans la presse, je parle de CMU, j'apporte des idées. Ceux qui gouvernent la CMU aujourd'hui, je les connais. Je leur ai fait des propositions. Donc je ne suis pas là pour la première fois. C'est vrai que c'est la première fois que je viens avec des idées, avec un programme de gouvernement, parce que j'interviens sur le domaine, enfin dans le domaine de l'école, d'autres domaines, l'économie, la compétitivité des entreprises. Mais j'ai toujours parlé des protections sociales. J'estime que la politique sociale, et avant tout moi, je milite pour l'investissement social. L'investissement social, c'est l'investissement dans le capital humain. C'est-à-dire, le capital humain, c'est quoi? L'investissement dans l'homme. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, selon une étude de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a un indice de capital humain de 0,38 sur 1. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il développe son potentiel à 38%. On n'a même pas la moyenne. Cet indice est inférieur à la moyenne des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Et la Côte d'Ivoire appartient à cette catégorie de pays-là. La Côte d'Ivoire est en deçà de la moyenne de tous ces pays. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas investi dans le capital humain. On parle de redistribution de la richesse. Mais la Côte d'Ivoire, depuis 2012, a opté pour ce qu'on appelle le ruissellement en économie. Alors, c'est vrai que ceux qui font le ruissellement ne veulent jamais reconnaître que c'est le ruissellement. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux riches de s'enrichir pour que, à travers leur consommation, les pauvres puissent en profiter, à travers leur consommation, leur investissement. Aujourd'hui, ça existe partout dans le monde, mais ça ne marche pas. Macron l'a fait en France, ça n'a pas marché. Trump, dans son premier mandat, il l'a fait, ça n'a pas marché. Le ruissellement ne marche pas. Donc, il faut avoir une politique interventionniste. Il faut faire en sorte que l'État puisse protéger les plus faibles. Et moi, je propose l'investissement social qui consiste à investir dans le capital humain et donc permettre aux Ivoiriens, par exemple, l'école est un des déterminants de la pauvreté. L'école, c'est-à-dire à chaque rentrée scolaire, il y a des Ivoiriens qui s'appauvrissent pour inscrire leurs enfants. Les Ivoiriens les plus modestes. Mais si l'école publique prédomine, si c'est le fait de lance de notre système éducatif, évidemment, il y aura plus d'écoles publiques et moins d'écoles privées. C'est-à-dire que l'État a la possibilité d'envoyer presque plus de la moitié de ces enfants-là à l'école publique. En Côte d'Ivoire, bon, quand on parle, on nous dit qu'il y a 9 universités qui ont été construites. Mais à côté de ces 9 universités, d'abord même avec ces 9 universités, il faut savoir le nombre d'étudiants. 325 000 aujourd'hui, étudiants. Même si chaque université doit avoir 20 000 étudiants, ça ne suffit pas. À côté de ces universités qu'on a construites, il y a 127 universités privées. Donc, et 400, je crois, si mes chiffres sont moins, 457 grandes écoles privées qui forment les BTS. Donc, 9 universités, ça ne ressemble à rien, ce n'est rien par rapport à la population estudiantine. L'État devrait construire 2-3 fois l'université.
Mais donc, voyez-vous, on n'entre pas dans le fond des questions. Parce qu'il y a de la propagande qui est faite et moi je condamne cela. Malheureusement, ceux qui disent ça en face d'eux, ils n'ont pas des gens qui travaillent aussi sur ces politiques publiques. Alors, le président Ouattara a construit tel nombre d'écoles. Ben, il a construit tel nombre d'écoles. Je vous assure que l'année dernière, en 2023-2024, il y a 27 000 Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, des enfants qui ne sont pas allés au CP1. Parce qu'il n'y avait pas de salle de classe. Donc, toutes les salles de classe qui ont été construites là, mais elles sont où? Et ces chiffres que je donne, je ne les ai pas inventés. C'est des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Tout le monde peut les voir. Simplement que quand vous lisez une étude, il faut la lire avec intelligence, avec attention, vous allez voir certaines subtilités. Donc tous les chiffres que je donne sur l'éducation nationale viennent de l'éducation nationale. Tous les ans, il y a au moins 10 000 à 15 000 enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de classe de CP1. Je parle toujours de cette école municipalité EPP municipalité d'Odiéné. Des élèves en CP1, ils étaient 70-80. Des enfants qui arrivent pour la première fois à l'école, ils sont à ce nombre-là. L'instituteur, comment il peut les aider à apprendre des notions ou à aider à écrire? Parce que des fois, l'enfant, il faut même attraper, tenir sa main pour lui apprendre à écrire. S'il a 70 élèves, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ont dû même faire une double vacation. Vous comprenez que c'est vrai, on construit des écoles, je ne dis pas cela, mais ça ne suffit pas par rapport à la population. Parce que la population augmente, le nombre d'enfants augmente. Mais investir dans le capital humain, c'est tout cela. Investir dans la santé. Nous avons un indice de couverture des services essentiels de santé qui est de 45. La moyenne des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, c'est 58. Nous, on a 45. C'est vrai que depuis 2000, nous avons progressé, mais nous ne sommes pas dans la moindre des progressions des autres pays. Mais où va la croissance économique? Tout ce que nous créons comme richesse, qu'est-ce que nous en faisons? Moi, je propose par exemple que la Côte d'Ivoire consacre 1500 milliards de francs CFA supplémentaires à l'école ivoirienne. Et je donne 3 ans pour que l'État construise des écoles, pour que tous ces enfants qui sont à l'école privée puissent être déversés dans les écoles publiques. Pendant ce temps, l'État va aider, pendant ces 3 ans, l'État va aider à rémunérer les enseignants qui sont dans le privé, les enseignants qui ont le niveau pour enseigner. Parce que, malheureusement, dans le privé, les enseignants n'ont pas le niveau. Il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas le niveau. Ce qui fait qu'il y a des écoles privées qui n'ont même pas d'admis à des examens. Comment pouvez-vous concevoir que quelqu'un qui a le BTS puisse enseigner des étudiants en BTS? Quelqu'un qui n'a que le BTS. Et ça, j'ai lu un document dans lequel le ministre de l'Éducation nationale, enfin, de l'enseignement supérieur, lui-même l'a dit. Il a déploré cela. Mais pourtant, c'est la réalité. Mais pourquoi? Parce que l'école privée, celui qui construit aujourd'hui son école privée, c'est un investissement. Il veut se faire de l'argent. L'école, aujourd'hui, est entre les mains d'hommes d'affaires véreux. Aujourd'hui, les gens construisent des écoles, pas pour éduquer, mais pour se faire de l'argent. Donc, il y a quelque chose à faire. Tous ceux qui nous gouvernent, je le dis encore, ils ont fait l'école publique. Pourquoi? Vous allez à Yopougon, 1% des établissements sont publics. 1% à Yopougon. Les autres, c'est des écoles privées. Ce n'est pas normal dans une république. Alors, moi, je ne me disperse pas. J'ai des thématiques bien précises. Alors, d'aucuns diront que je n'ai pas pensé à tel sujet, à tel sujet. Moi, je connais les problèmes de la Côte d'Ivoire. L'école, la santé, l'emploi. Et je fais des propositions. Par exemple, sur l'emploi, j'estime qu'on n'a pas de politique ambitieuse de l'emploi. Ce n'est pas normal que tout soit concentré sur les financements de projets ou l'emploi direct. Je vous dis par exemple une chose. Dans la classification, il y a une classification internationale des politiques actives d'emploi qui a été faite par Eurostat, qui est l'agence statistique de l'Union européenne. Et cette classification aujourd'hui, je peux dire, elle est universelle parce que tous les pays l'ont adoptée. En première position, vous avez les services pour l'emploi. C'est-à-dire que dans chaque ville, dans une ville comme Cocody, une commune comme Cocody, on doit, parce que c'est grand, on doit avoir au moins 5 à 10 services, des bureaux
l'emploi, comme on en trouve en France ou en Allemagne, l'Office de l'emploi, ou en France aujourd'hui, France Travail. Dans tous les pays, en Belgique, il y a partout. Mais c'est que si nous n'avons pas de politique, de structure ou alors de service public de l'emploi, ceux qui recherchent l'emploi, l'emploi jeune, à Cocody, il y a combien d'agences? Vous allez à Yopougon, il y a combien d'agences? Est-ce qu'il y a des agences d'emploi jeunes dans toutes les villes de Côte d'Ivoire? Celui qui est à Goïtafla, qui recherche de l'emploi, à qui il s'adresse? Pourtant, quand vous recherchez un emploi, si vous voulez vous former, vous devez vous renseigner, vous devez aller dans une agence pour l'emploi, c'est un service public pour l'emploi, pour savoir s'il y a des formations, s'il y a des informations sur les emplois, tout ce qu'il y a comme... Et quand vous entrez, vous ne ressortez pas sans un autre rendez-vous. On vous suit. C'est ce qu'on appelle service public de l'emploi. Ce n'est pas les agences emploi jeunes. Et donc ceux qui sont... Parce que être jeune, c'est entre 16 ans et 35 ans. Et ceux qui ont 38 ans qui sont au chômage, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Non, il ne faut pas diviser tous ceux qui sont à la recherche des emplois. Le chômage, il concerne tout le monde. C'est vrai que les jeunes sont très nombreux, mais il faut pas. Il y a des gens qui ont 40 ans qui ont besoin d'emploi. Il y a autour de 600 000 Ivoiriens, jeunes Ivoiriens, les jeunes qui sont éloignés du marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils ont tellement cherché qu'ils sont déçus. Quand ils se réveillent, ils préfèrent rester à la maison. Et quand ils sortent, ils vont prier, ils vont à l'église. Ceux qui sont musulmans, ils vont à la mosquée. En fait, je veux dire, ils ne croient qu'en Dieu. Ils pensent que c'est Dieu qui peut les aider. Ils ne vont plus dans une agence parce qu'ils sont éloignés. Être éloigné du marché de l'emploi, ça veut dire qu'on considère qu'on n'a plus de chance. Ceux-là, il faut les ramener. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça fait plus de 3 millions de jeunes. Alors, on nous dit que sur l'emploi, on a 2,8. Bon, évidemment, il faut quand même préciser que c'est un taux BIT, sur les critères du BIT. Mais il y a un halo autour du chômage. Le halo autour du chômage, c'est-à-dire que c'est ceux qui n'entrent pas dans les critères du BIT. Donc, le taux du chômage, officiellement, si on tient compte de ce halo autour du chômage, il va de 20 à 31%, mais je pense qu'il va même au-delà de 50% le taux du chômage, la vérité. Oui, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est que on trouve que le contenu des formations le contenu n'est pas adapté aux besoins des entreprises. Alors en général, quand on dit ça, on pense aux emplois du tertiaire. Mais moi, je pense d'abord aux emplois, aux petits emplois, les petits métiers, les mécaniciens. Tout cela, la plupart, la majorité, ils sont formés sur le tas. C'est-à-dire que comme ça, ils vont apprendre avec quelqu'un d'autre, ils n'ont pas fait de formation. C'est-à-dire que tous les métiers du bâtiment, par exemple, on n'en a pas. Les gens ne les apprennent pas dans des écoles. C'est ça aussi le déphasage. Effectivement, il y a un problème il n'y a pas d'adéquation entre les besoins des entreprises et les formations. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire des formations du tertiaire. On veut être comptable, on veut être commercial, on veut être ingénieur. Mais l'économie a besoin des petits métiers. Nous n'en avons pas. Donc, il faut revoir cela. L'économie doit former, notre système éducatif doit former des personnes de métier. Nous n'avons pas de personnes de métier. Ce sont des jeunes qui apprennent tout sur le tas, malheureusement. Et il faut revoir les choses. Alors tout à l'heure, je parlais des 7 grandes politiques actives d'emploi. Il y a les services pour l'emploi, mais il y a la formation, bien sûr, qui arrive en deuxième position. C'est-à-dire que si vous avez si vous voulez que votre politique de l'emploi global soit efficace, il faut avoir une très bonne politique de formation. C'est-à-dire que moi, je propose que, par exemple, tous les jeunes Ivoiriens à l'âge de 16 ans qui ne peuvent pas aller à l'école dans l'enseignement général, qui n'ont plus les capacités, qu'on les oriente. Moi, je suis contre qu'on oriente un enfant parce qu'il a mal travaillé à l'école. Vous voyez, dans des pays comme la France, en Allemagne, on ne renvoie pas un enfant pour insuffisance de rendement, sauf si les parents veulent que cet enfant reprenne sa classe ou qu'il fasse autre chose. Mais l'enfant, même s'il a 3 de moyenne, en 6e, ils vont le laisser arriver jusqu'en 3e. Et en 3e, il va aller faire une formation. C'est cela. On ne renvoie pas l'enfant ou on ne le retarde pas. Si ses parents veulent qu'il continue, il va continuer même avec ses 3 de moyenne. Jusqu'en 3e, et après, il apprend un métier. Il va suivre sa voie. On va lui demander ce qu'il veut faire.
Parce que lui-même déjà, il est convaincu que dans l'enseignement général, il ne peut plus rien faire. Donc on va lui demander, bon voilà ta moyenne dans l'enseignement général, qu'est-ce que tu veux faire? Il va choisir un métier qu'il aime bien et on va l'orienter. Mais pour cela, il faut avoir des établissements publics pour orienter les enfants là-bas. Non, pas des centres de formation. Les centres de formation, à une écrasante majorité, sont privés. Malheureusement, nous n'avons pas, on a des lycées professionnels, mais quelle est la capacité d'accueil par rapport à la demande? C'est-à-dire que si, à partir de la troisième, vous voulez orienter, affecter tous les enfants qui ne peuvent pas aller à l'enseignement général, si vous voulez les orienter dans ces établissements, vous ne pouvez même pas le faire parce qu'il n'y a pas d'établissement. L'État n'a pas construit. C'est une défaillance. Et puis, comme troisième politique active, il y a la rotation de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut rendre le marché de l'emploi flexible. C'est-à-dire qu'il faut le droit du travail, il faut aussi toucher au droit du travail, le code du travail. Parce qu'il est rigide. Aujourd'hui, celui qui a son CDI, il le maintient, il ne veut pas le perdre. Ce qui fait que ceux qui sortent des grandes écoles, des universités, ceux qui finissent leur formation, ils n'ont pas de boulot. J'ai appris, le ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle a dit qu'entre 500 000 et 600 000 jeunes sortent des écoles et ils arrivent sur le... Bon, je pense que c'est un aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, mais si on peut faire quelque chose, si on commence à formaliser l'économie. Moi, je propose par exemple qu'on formalise l'économie. Parce que nous avons une économie formelle, ce qui fait 10% de la structure de notre économie, enfin, de notre économie effectivement. Et nous avons une économie informelle, à 90%. Mais ça, il faut faire quelque chose. Celui qui finit une formation, il a vocation à travailler dans une entreprise formelle et non dans une entreprise informelle. Donc, si on formalise notre économie, on pourra créer des emplois formels. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on formalise. Mais pour formaliser, quels sont les freins? Moi, je propose qu'on réduise, qu'on supprime même les cotisations sociales des entreprises de moins de 5 salariés. Parce que les cotisations sociales empêchent les entreprises, les petites entreprises de 2-3 personnes ou les entreprises individuelles de se formaliser. Parce que quand vous créez une entreprise tout de suite, et vous êtes le gérant, même si vous n'avez pas de contrat, au bout d'un certain temps, la CNPS va vous écrire pour dire que vous nous devez telle somme en tant que gérant. Vous devez cotiser. À partir du moment où votre entreprise est créée, vous devez cotiser. Alors que vous n'avez jamais eu de contrat. Donc quand vous recevez votre première facture, vous dites « Ah bon, c'est comme ça, je vais liquider mon entreprise et puis fonctionner au noir, dans l'informel. » C'est ce que les gens font. Donc, il faut supprimer ce frein-là. Moi, je propose qu'on supprime les cotisations sociales des entreprises de jusqu'à 5 salariés. Et pour les autres, il faut réduire les cotisations sociales de 30% pour donner un peu plus de compétitivité aux entreprises, pour embaucher, pour investir, et même pour aller à l'étranger et exporter. C'est comme ça qu'on peut aussi faire des champions nationaux. Je vois qu'il y a des gens qui parlent des champions nationaux, mais ils ne disent pas comment on crée des champions nationaux. Alors, effectivement, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Mais ça a commencé depuis 2012. Depuis 2012, vous savez, quand le président Ouattara a été élu, il a fait une réforme paramétrique du système de retraite qui a consisté à augmenter les cotisations sociales des Ivoiriens, enfin des travailleurs, mais des entreprises. Les entreprises ont vu leurs cotisations sociales augmenter. Et en 2013, le président Ouattara a augmenté le SMIC sans mesure d'accompagnement. Mais vous savez, quand vous augmentez le SMIC, tous les salaires qui font, je l'ai déjà dit à d'autres endroits, qui font 1,5% ou 2%, pardon, excusez-moi, qui font 1,5 fois et 2 fois le SMIC augmentent. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle l'écrasement des salaires, la hiérarchie des salaires. Si un ouvrier est à 60 000 francs comme salaire, il est au SMIC, et que son chef d'entreprise, son chef d'équipe, pardon, est à 75 000 francs, si on augmente le SMIC à 75 000 francs, il passe à 75 000 francs, le chef d'entreprise est obligé de bouger le salaire de son chef d'équipe. Parce que s'il ne le fait pas, écrasement des salaires, de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'entre le chef et son ouvrier, il n'y aura plus de différence. Donc, c'est comme ça qu'on va bouger les salaires dans la hiérarchie. Ce qui fait que le chef d'entreprise, lui, il est coincé. C'est-à-dire quand il augmente les salaires, lui, ses charges salariales augmentent. Si elles augmentent, ce sont ses charges sociales qui augmentent.
Parce que, sur par exemple les retraites, on a augmenté le taux pour les retraites. Vous comprenez que tout ça a pour objectif d'augmenter le coût de la vie. Parce que quand on augmente les salaires, le SMIC, et que les autres salaires autour du SMIC augmentent, le chef d'entreprise, il ne se pose pas de questions, il fait répercuter sur son prix de vente. Parce que lui, il a des charges en plus. Sans oublier qu'il y a eu la hausse des cotisations liées aux retraites. Donc lui aussi, il ne se pose pas de questions. D'ailleurs, ces deux effets-là conjugués peuvent contribuer. Déjà, on contribué en 2007. Pourquoi à partir de 2012-2013, les Ivoiriens ont senti que le coût de la vie a augmenté? Parce que les entreprises ont fait répercuter. Mais en fait, l'État avait besoin d'un peu d'argent, donc il a fait ça. Mais finalement, qui paye? Alors, dans l'imaginaire, les gens pensent que on a augmenté le SMIC, c'est une très bonne chose. Mais à la vérité, ce qu'on a donné avec la main droite, on l'a repris avec la main gauche. Voyez-vous. Mais ce cumul de postes des acteurs politiques, évidemment, il faut le condamner. Parce qu'on ne peut pas être seul et être intelligent, occuper tous les postes, que ce soit des postes électifs ou des postes de nomination. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi occuper. Et quand on sait que on n'a pas suffisamment de temps, suffisamment intelligent pour s'occuper de tout cela, on va me parler d'organisation, mais je pense que quand vous êtes ministre, après vous êtes ceci, cela, honnêtement, vous ne pouvez pas être performant. Donc, il faut... Moi, je propose, par exemple, que tout ce cumul-là soit, que ce soit au niveau des postes électifs, il faut que ce soit, pour impliquer les gens davantage dans leur travail, il faut supprimer, parce que ce n'est pas utile. On ne peut pas être seul à être partout. Je pense que c'est un mauvais exemple, d'ailleurs, c'est un mauvais signal qu'on donne aux jeunes, à toute la classe politique qui va venir demain. Je pense qu'il faut donner des bons exemples. Non, il faut supprimer. Je ne suis pas pour ce cumul de postes. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a des acteurs politiques, ceux de l'opposition, qui décrivent la CEU et qui fustigent le fonctionnement de la CEI, je pense qu'il faut voir là un signal pour réformer. Il faut réformer la CEI. Parce que la question de l'impartialité se pose. Est-ce que ceux qui sont à la CEI sont impartiaux? Est-ce que ceux-là, ils peuvent véritablement organiser des élections justes? La question se pose. Moi, je pense qu'il faut écouter les revendications des partis politiques et faire en sorte qu'on puisse aller à des élections de façon sereine. Parce que si ce n'est pas le cas, on va encore, tous les gemmes sont là, tous les ingrédients sont là pour avoir une crise post-électorale difficile. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'aujourd'hui, on a pris la mauvaise direction. Il faut rapidement, si on aime la Côte d'Ivoire, il faut rapidement revoir les choses pour que tout le monde puisse être serein. Il faut la réformer. Si tout le monde demande qu'on la réforme, il faut la réformer. Il n'y a que le pouvoir en place qui veut maintenir cette CEI-là. Ça veut dire que je ne sais pas quel intérêt il a à maintenir cette CEI. Si l'opposition la dénonce, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut à un moment donné comprendre que si nous voulons aller à des élections apaisées, il faut pas forcément la dissoudre, en tout cas il faut la réformer dans le but de ramener la confiance au sein de l'opposition pour qu'on puisse organiser des élections apaisées. Non, vous savez, moi je veux rester dans un domaine que j'ai bien choisi, les idées. Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'idées, mais moi je suis sur des thématiques techniques. C'est-à-dire que moi je ne vais pas dans une alliance pour éviter les débats, les questions de fond. Si moi, je suis dans une coalition, c'est qu'on va parler de comment on finance l'assurance maladie. On va parler de façon concrète, de façon technique, comment on crée des emplois, comment on rend les entreprises compétitives. Moi, je veux aller sur cette thématique-là. Alors, évidemment, ceux qui ont ces coalitions, bon, ça ne me dérange pas, mais je pense que, moi, déjà, à la base, je suis de gauche. Mais la gauche du gouvernement, idéologiquement, je suis proche de Laurent Gbagbo.
Idéologiquement, je me suis nourri aux idées de Laurent Gbagbo. Quand je parle de politique sociale, je me réfère à lui. Donc Laurent Gbagbo, c'est un référent politique, enfin pas politique, mais idéologique pour moi. Pour moi, Laurent Gbagbo reste une école de pensée. Et chacun peut aller à cette école-là. Voyez-vous, même le président Ouattara est allé à l'école de Laurent Gbagbo. Parce que la CMU, elle vient de l'AMU. Je rappelle, ça je le dis toujours, quand à partir de 1990, toute l'Afrique subsaharienne était dans ce qu'on appelle la mutualité sociale de santé. Tout le monde voulait la santé communautaire. Non, Laurent Gbagbo a dit, moi je veux l'assurance maladie, c'est-à-dire la mutualisation au plan national des ressources financières et de tous les risques maladie. Donc je veux une solidarité nationale pour financer l'assurance maladie. Les gens ont trouvé qu'il était... Parce qu'il ramait à contre-courant. On se demandait, mais ce gars, qu'est-ce qu'il veut? Parce que tout le monde dit, non, ça ne peut pas marcher, il faut aller à la mutualité sociale de santé. Lui a dit non. Est-ce que vous percevez un peu la vision? C'est énorme. C'est-à-dire que moi, je suis séduit par ce monsieur. Quand il a pu voir des choses qui allaient venir, mais peut-être 30 ans après, il a dit, c'est ce que je veux. Et dans le rapport 2010 de l'OMS, l'OMS a consacré à plébisciter l'assurance maladie telle que la voulait Laurent Gbagbo. Et juste après le rapport 2010 de l'OMS, tout le monde peut lire le rapport 2010 de l'OMS. En 2012, l'Assemblée générale de l'ONU parle de couverture santé universelle. Donc elle intègre l'assurance maladie. Il n'y a pas que l'assurance maladie, la couverture santé universelle. Mais l'assurance maladie est en bonne place. Parce que l'ONU dit qu'il faut une mutualisation de toutes les ressources, il faut une solidarité nationale pour financer la santé. Là encore, Laurent Gbagbo a raison. Voyez-vous? Donc, c'est sa vision. Mais tout le monde est revenu à cette vision. Donc, c'est un homme de vision. S'il n'est pas à cette élection, moi, je pense que le débat ne sera même pas intéressant. Il faut qu'il soit à cette élection. C'est important pour le débat public. Laurent Gbagbo est venu, il a nationalisé, ou il a transformé en banque la Caisse autonome d'amortissement, qui était la CAA. Il l'a transformé en Banque nationale d'investissement, BNI. Le président Ouattara a voulu liquider cette banque. Il a dit devant le patronat français que non, l'État n'a rien à voir dans le système bancaire. Moi, je vais liquider. Ou bien je vais vendre, ou je ne sais pas, je vais privatiser. Mais est-ce qu'il a fait? Le président Ouattara est arrivé, il n'a pas privatisé la BNI. Elle est encore là. Ça aussi, c'est de la vision. Donc, je pense que ce monsieur doit être quand même à cette élection présidentielle parce qu'il a des idées. Alors, quand tu as dit que j'ai des idées proches de Laurent Gbagbo et je suis candidat, bon, on verra. Peut-être il faut me poser la question quand Laurent Gbagbo sera rétabli, quand il sera sur la liste électorale et quand il sera candidat. Après, il faut me poser la question, je donnerai une réponse. Pour l'instant, j'estime qu'il doit être sur la liste électorale. J'estime qu'il doit être à ces élections-là. Parce que c'est une vision à part entière de la Côte d'Ivoire qu'incarne Laurent Gbagbo. On ne peut pas tous faire la même chose. C'est-à-dire, moi je suis d'accord, hein, ceux qui bataillent pour une CEI impartiale, je suis d'accord, moi je les soutiens, hein, je suis bien d'accord, mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui parlent d'autres choses. C'est ça aussi une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est un marché, c'est une foire où tout le monde se croise, chacun vient avec ce qu'il a à vendre. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qu'ils font, mais moi aussi, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Voyez-vous, moi, j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. Je veux qu'on se penche sur l'aspect technique de toutes les politiques publiques, parce que c'est essentiel. Comment on crée des emplois? C'est important. On ne va pas venir financer des projets comme ça. Financer des projets, ça arrive. C'est le financement des projets arrive en dernière position dans la classification des politiques actives d'emploi. Donc ce n'est pas une politique ambitieuse.
Comment on peut créer des emplois si on ne touche pas au droit social en Côte d'Ivoire? Il faut réformer le droit social, d'autant plus que ces réformes-là ne coûtent pas de l'argent. Il faut réformer le droit social. On ne l'a jamais fait. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a 2 grands contrats de droit commun. Le CDD, enfin le CDI, il y a un seul contrat de droit commun et un seul contrat d'exception, qui est le CDD, à terme précis et imprécis. Mais ça veut dire que le CDD est plafonné à 24 mois. Le jeune qui arrive dans une entreprise, il fait ses 24 mois. Mais il se trouve que le jeune, il est arrivé au bout de son CDD. Et l'entreprise, je vous rappelle, c'est une parenthèse, aujourd'hui le CDD est coûteux. C'est-à-dire que quand vous finissez votre CDD, l'entreprise doit vous payer 3% de vos salaires bruts, de l'ensemble des salaires bruts, en plus de votre salaire du mois qu'il va vous payer. Donc pour l'entreprise, aujourd'hui, le CDD est devenu cher. C'est coûteux. Donc, mais quand même, une entreprise qui embauche un jeune en CDD, à la fin, si l'entreprise a encore du travail, cette entreprise ne peut pas continuer avec ce jeune. Parce que si elle continue, ce CDD se transforme en CDI. Qu'est-ce que font les entreprises? Elles vont libérer le jeune, recruter un autre jeune pour le même poste, alors que c'est interdit par le droit du travail. Mais c'est ce que font les entreprises. Mais elles le font parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Vous comprenez? Nous sommes dans un système où tous les 5 ans, il y a des problèmes. Les élections présidentielles ont une influence sur l'économie. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit qu'il y a des entreprises qui voulaient embaucher en CDI, mais qui vont retarder. Vont suspendre cette décision. Donc, si déjà en 2023, ou bien déjà là, en ce moment, l'entreprise a un jeune qui arrive à la fin du CDD, vous croyez que l'entreprise va lui donner un CDI, sachant que c'est possible d'avoir une crise post-électorale? Et après, elle peut se retrouver dans les difficultés. Donc, elle va suspendre. C'est pour dire que notre droit du travail n'est pas adapté à notre situation. Il faut réformer. Et moi, je propose ce que j'appelle le CFDD, le contrat flexible à durée déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera un contrat qui sera entre le CDD et le CDI. Et je l'explique dans mon programme, mais je ne peux pas, parce qu'il y a pas mal de détails, je ne vais pas en parler là, mais ce que je peux dire, c'est que un jeune, par exemple, qui finit son CDD de 24 mois et que l'entreprise a toujours besoin de lui, l'entreprise a encore des contrats ou alors du travail pour lui pendant 1 an ou 2 ans, l'entreprise va le garder, mais l'entreprise va lui faire signer, au lieu du CDI, tout de suite, l'entreprise va lui faire signer un CFDD qui est plafonné à 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Donc, et quand l'entreprise du CDD va directement au CFDD, l'entreprise ne paye plus les 3% de prime de précarité. L'entreprise va continuer avec le jeune, mais avec un nouveau contrat. Donc le jeune, il a encore une entreprise, et l'entreprise n'est pas... il est toujours en règle vis-à-vis du code du travail. Vous voyez? Et l'entreprise, à tout moment, c'est-à-dire que dans ce CFD 60 mois, le tiers de ce CFDD est une période de sécurité. C'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas arrêter ce CFDD. Et après, le tiers, l'entreprise peut arrêter ce CFDD, mais doit respecter un délai de prévenance. Parce que l'enfant, le travailleur qui est en CFDD, est les 5 ans. Après, maintenant, si l'entreprise veut le libérer, l'entreprise va payer, maintenant, c'est en ce moment que l'entreprise va payer la prime de précarité. Mais dans cette disposition, le CDD n'est plus plafonné à 24 mois, mais à 12 mois, selon ma proposition. Ça va apporter quoi? De la flexibilité. Ça va apporter moins de tensions dans les entreprises. Ça va faire que les entreprises... Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais un choix. Notre marché du travail ne crée pas d'emploi formel. Parce que les entreprises ont peur du CDI. Parce que c'est un engagement de longue durée. Donc, elles jonglent comme ça. Il y a des entreprises même qui embauchent, qui prennent des jeunes en stage. Parce qu'aujourd'hui, le CFDD, enfin le CDD est coûteux, comme je vous l'ai dit, il faut payer 3% comme prime de précarité. Donc il y a des entreprises qui embauchent, qui n'embauchent pas, mais qui prennent les jeunes en stage. Et le stage, il est plafonné à 12 mois en Côte d'Ivoire. Et quand le jeune finit le stage, l'entreprise
va le faire patienter. Non, on est en train d'étudier ton dossier, il faut attendre. Pendant ce temps, le jeune, il va toujours au travail, on lui donne toujours sa prime de stage. Mais il espère avoir le CDI. Au bout du compte, il y a des jeunes qui arrivent à décrocher un poste. Et qui arrivent à décrocher un poste. Mais il y a des jeunes qui n'arrivent pas à décrocher un poste et après, on les libère. Mais ils auront travaillé pour l'entreprise, mais pratiquement gratuitement. Parce qu'ils sont exploités. Je n'accuse pas les entreprises, mais c'est parce que les entreprises ne sont pas protégées par un droit du travail qui va leur donner de la flexibilité. Si vous êtes chef d'entreprise, vous embauchez un jeune en CDD, à la fin du CDD, vous êtes embêté parce qu'il y a encore du boulot. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le gardez? Si vous le gardez encore, le CDD peut se transformer en CDI. Alors, ce que vous allez faire, vous allez le libérer pour embaucher un autre jeune. Déjà, c'est contraire à la loi, mais vous n'avez pas le choix. Mais vous perdez de l'argent parce que le nouveau jeune qui va venir, il faut que vous le formez sur le poste. Donc, ça vous retarde. Il n'est pas productif tout de suite. Il y a tout ça qui se propose au monde de l'entreprise. Donc moi, je pense qu'en plus de la TVA sociale que je propose pour réduire les charges sociales des entreprises, je pense que le CFDD va apporter de la flexibilité dans notre code du travail pour que les entreprises puissent embaucher facilement. Moi, je suis que pour que les jeunes aient facilement du travail et qu'après, quand il n'y a plus du travail, qu'on les libère, qu'il n'y ait pas du tout du travail. C'est ce que je préfère. Ça reste un problème aussi, parce qu'on demande l'expérience. Mais comment le jeune peut avoir de l'expérience? Il y a des étudiants qui sont en sciences éco qui n'ont jamais fait de stage. C'est incroyable. Il y a des étudiants qui rédigent leur mémoire de master sans avoir fait un stage. Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut que l'État prenne le dessus. Il faut que l'État prenne tout en main. C'est-à-dire que je fais d'ailleurs dans mon programme, je propose que l'État, par exemple, rémunère tous les stages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau décret sur les stages, il est dit que l'entreprise doit donner la moitié, je crois, du salaire brut aux jeunes. Si c'est un salaire, c'est un emploi c'est un emploi de 300 000 francs CFA, l'entreprise doit donner 150 000 francs. Mais si l'entreprise a 5 stagiaires comme ça, c'est pas facile. Bon, il y a des entreprises, comme elles veulent respecter la loi, elles ne peuvent pas donner ce salaire, donc elles n'embauchent, elles ne prennent pas les jeunes en stage. Il y a des jeunes qui ont du mal même à avoir un stage de validation de diplôme. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux types de stages. Stage de validation de diplôme et stage d'expérience. Donc, il faut permettre aux jeunes d'avoir accès à l'entreprise, d'avoir des stages. C'est important. Et l'État doit, si on a dépensé 600 milliards de francs CFA dans la canne, pourquoi on ne peut pas dépenser de l'argent chaque an pour financer les stages des jeunes, pour qu'ils puissent avoir de l'expérience? C'est important. Donc l'État doit le faire. Moi, je suis pour que l'État, qu'on dépense de l'argent public pour les ivrognes. C'est tout ça l'investissement dans le capital humain. C'est tout ça l'investissement. Il faut que l'État dépense de l'argent, beaucoup d'argent pour former les jeunes. Je propose par exemple que l'État attribue 10%, plus de 10% des emplois aux personnes handicapées. J'appelle ça de la discrimination positive. C'est-à-dire que les personnes handicapées qui remplissent les conditions, qui ont le même diplôme et tout, mais qui ne peuvent pas avoir un emploi, il faut que l'État les emploie dans la fonction publique et que les entreprises privées qui les embauchent, au-delà, parce que la loi prévoit des réductions des charges sociales, mais il faut que ces entreprises-là aient des crédits d'impôt. Il faut leur donner de l'argent parce qu'elles emploient des personnes handicapées. C'est cela aussi, lutter contre la discrimination. Aujourd'hui, on recrute ces personnes handicapées à la fonction publique, mais c'est 200, 300 par an. Or, il y a autour de 15 000 postes dans la fonction publique. Si on attribue 10%, je crois qu'on est à 1500 postes, ou si mes calculs sont bons. Mais on a quand même, on peut insérer ces personnes handicapées. Voyez-vous? Je propose par exemple le programme RSU. Le programme RSU qui est l'emploi responsable, solidaire, social, solidaire et universel.
qui a 5 dispositifs, c'est-à-dire qu'on va financer des projets. Je suis d'accord, il faut financer des projets, mais les projets qu'on doit financer, il faut qu'il y ait un apport des jeunes pour qui on va financer le projet. Mais si le jeune n'a pas d'apport, on va le mettre dans ce que j'appelle un emploi relais pour travailler et économiser. Et les entreprises qui vont fournir ces emplois relais auront un crédit d'impôt. Vous voyez, moi je déballe. Il y en a qui disent qu'ils ne parleront pas de leur programme aujourd'hui parce qu'ils ont peur qu'on les prenne. Moi je veux qu'on récupère mes idées. Ceux qui peuvent prendre mes idées, qu'ils les prennent. Parce que je veux que mes idées gouvernent avec ou sans moi. Donc moi je n'ai pas de problème. Voyez-vous, un jeune qui finit l'université ou bien qui fait ses études, il a un projet de 5 millions, on lui donne les 5 millions entièrement. Vous croyez que il n'a pas fait de sacrifice, il n'a pas d'apport, il fait ce qu'il veut. S'il a perdu cet argent, ce n'est pas son problème. On a vu le cas de Goutigui. Donc il faut un apport. Maintenant, celui qui n'a pas d'apport, on va le placer dans un emploi relais. C'est-à-dire que les entreprises, on va inciter les entreprises, moyennant un crédit d'impôt, dans leur effectif de garder des emplois relais. C'est comme aujourd'hui, il y a des entreprises, que ce soit en France ou en Allemagne, il y a des entreprises qui ont des emplois juste pour l'alternance. C'est-à-dire que les étudiants qui veulent faire des diplômes en alternance, ces emplois leur sont réservés. Donc, dans toutes les entreprises, on peut faire en sorte que ces entreprises-là aient des emplois relais pour ceux qui n'ont pas les moyens de financer leur projet. On va les placer dans ce genre d'emploi. On va mettre en place un plan d'épargne. Et si le jeune a un projet d'1 million, il doit lui-même apporter 300 000 francs, 300 et quelques mille francs. On va le mettre dans un emploi relais, il va travailler et économiser. Même si c'est 30 000 francs par mois, il va économiser, avoir le tiers du coût de son projet. Et en ce moment, on finance son projet, on ne lui donne pas de l'argent, mais on va tout financer. S'il doit prendre un magasin commercial, on va le faire, et puis il va s'installer. Mais un jeune qui a apporté quelque chose dans son projet, de l'argent, il va le prendre au sérieux. À quoi ça sert de financer des projets sans apport? Et puis, c'est vrai, il faut financer des projets, mais moi je suis sûr aussi sur ce que j'appelle l'aide au développement des entreprises. Il faut financer des entreprises qui existent déjà. C'est un avantage de le faire. Parce qu'une entreprise qui existe déjà, le gérant ou le patron de cette entreprise a l'expérience de la gestion. Mais, je prends un exemple, vous avez une entreprise informatique, vous voulez agrandir votre entreprise, vous voulez acquérir de nouveaux logiciels, mais vous n'avez pas les moyens. Mais l'État peut vous prêter, à travers le fonds RSU, l'État peut vous prêter de l'argent à taux préférentiel, on va dire à taux zéro. Vous pouvez rembourser sur un certain nombre d'années pour que vous agrandissiez votre entreprise, mais avec un plan d'embauche. C'est-à-dire que si vous agrandissez votre entreprise, combien d'emplois vous pouvez créer? Et une des conditions, c'est d'être dans le formel. Ça aussi, ça va permettre aux entreprises de se formaliser. C'est-à-dire qu'une entreprise, vous avez une entreprise dans l'informel, vous voulez l'agrandir, vous avez besoin de 20 millions, vous n'avez pas l'argent. Vous allez solliciter, on va vous dire, monsieur, que sont vos comptes? Donnez-nous vos papiers qui prouvent que vous payez vos impôts, vous supportez vos charges, et vous avez une comptabilité normale. Mais si vous voulez vraiment cet argent, vous voulez développer votre entreprise, vous allez vous mettre en règle. Et après, vous venez solliciter ce fonds. On va vous prêter de l'argent. Et je pense même que c'est plus intéressant de prêter de l'argent aux personnes qui ont déjà des entreprises pour développer leurs entreprises. Parce que ces personnes ont déjà l'expérience. C'est plus risqué de prêter de l'argent à quelqu'un qui sort de l'université. Parce que moi, je pense que, par exemple, quand on finit ses études, on a vocation d'abord à travailler, à occuper un emploi salarié. Et après, si on a l'expérience dans son domaine, on peut créer son entreprise. Aujourd'hui, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on finance des projets pour des jeunes qui sortent de l'université, aucune expérience dans leur domaine, et ils ne savent même pas gérer un budget, ils ne savent même pas gérer un salaire, et on leur donne de l'argent, mais ils vont faire la vie, et ils vont confondre chiffre d'affaires et bénéfices, et après, ils mettent la clé sous le paillasson. Donc moi, je veux un financement de projet, mais d'abord, je veux privilégier ceux qui ont déjà des entreprises, pour leur permettre de développer leurs entreprises. Déjà,
3 mandats, je trouve que c'est trop. Moi, ma candidature est pro-alternance. Je pense que le RHDP d'ailleurs doit partir. Le président Ouattara, moi quand je regarde les infrastructures, mais il a fait du boulot. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut interroger l'efficacité de ces infrastructures, parce que je vois qu'on construit des ponts, des échangeurs à Abidjan, mais il faut avoir le calcul socio-économique. C'est-à-dire que quand on construit des infrastructures routières, il y a ce qu'on appelle le calcul socio-économique. C'est une sorte d'évaluation de ces infrastructures-là pour voir l'efficacité, pour voir l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité pour savoir est-ce que les objectifs sont atteints. À Abidjan, on construit des infrastructures, mais je crois qu'il y a un but. Le but n'est pas d'embellir. Si c'est pour embellir Abidjan, oui, Abidjan, c'est une belle ville. Moi, je suis fier. Merci, Monsieur le Président Ouattara. Mais est-ce que, pour autant, on a réduit les bouchons, les embouteillages à Abidjan? Parce que ça, c'est un des objectifs. On n'a pas réduit. On fait tout, mais on n'a pas réduit. Ça veut dire que soit il faut transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro, soit il faut étendre la ville d'Abidjan. C'est-à-dire qu'il faut délocaliser certains pôles administratifs, certains ministères dans les villes comme Anyama. Il faut, ça veut dire que quand on le fait aussi, il faut qu'on ait un système de transport très très performant. Évidemment, si on a le métro, mais le métro à lui seul ne va pas suffire. Mais il faut en tout cas aller à la périphérie d'Abidjan pour construire, transférer des pôles administratifs là-bas, pour décongestionner. Parce qu'on a beau superposer les échangeurs, les ponts, je vous assure qu'il y a toujours les bouchons à Abidjan. Donc on n'a pas atteint cet objectif-là, qui est de réduire les bouchons, les embouteillages à Abidjan. Maintenant, après, il y a la question de l'efficience. Par rapport, il ne faut pas oublier qu'à la fin de cette année, on aura autour de 34 000 milliards de dettes. Est-ce que ce qui a été construit en termes d'efficience, c'est-à-dire qu'en termes de rapport coût, nombre d'infrastructures ou qualité des infrastructures, est-ce que le compte est bon? Mais tout ça, c'est le calcul socio-économique qui peut le déterminer. Moi, je n'ai pas encore lu un calcul socio-économique de l'État de Côte d'Ivoire sur toutes ces infrastructures. J'attends encore, comme je n'ai pas encore vu une évaluation de la CMU. Parce qu'on doit faire de l'évaluation un mode de fonctionnement. Quand vous mettez en place une politique publique, il faut l'évaluer. Et il faut rendre les résultats publics. Mais vous savez que ça ne marche pas, mais vous faites de la propagande pour démontrer que ça marche. Non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut revoir. Il faut revoir cette politique-là. Donc, les infrastructures sont là, elles appartiennent à la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est un bâtisseur de ce point de vue, mais le président Ouattara n'est pas un réformateur. Parce qu'il n'a pas réformé, par exemple, l'économie. Notre économie, je l'ai dit, est informelle, à 90%. Il est venu trouver cette structure de l'économie. Et après 10 ans, 15 ans, on est encore dans une économie informelle. Or, les pays développés ont en commun l'économie formelle. Les pays en voie de développement ont en commun l'économie informelle. Donc, si vous voulez développer, il faut formaliser. C'est une évidence. Si vous ne le faites pas, vous allez faire toutes sortes de réformes, vous n'allez jamais développer. Ce n'est pas possible. Parce que pour être développé, il faut avoir une économie formelle. C'est une économie formelle qui peut être résiliente, ne serait-ce qu'à moyen terme. Si vous avez une économie informelle, elle ne sera résiliente qu'à court terme. C'est-à-dire que vous pouvez supposer des chocs intérieurs ou extérieurs sur une courte période, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais si cette crise, on a vu avec la crise, il y a eu un choc extérieur, la guerre civile, mais comment ça a pratiquement tout bousillé dans notre pays. Donc il faut réformer. Et de ce point de vue, le président Ouattara, je suis désolé, mais il n'a pas été un réformateur. L'école ivoirienne est dominée par le privé, il n'a pas réformé. La santé, on construit des infrastructures sanitaires, mais de l'autre côté, l'offre de soins, enfin la demande de soins n'existe pas, parce que la CMU n'est pas efficace. Donc, il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de réforme, et je pense que c'est le but en fait de ma candidature, c'est de proposer des réformes structurelles ou des réformes, on va dire, stratégiques. Le fait que l'école publique domine notre système éducatif, c'est une réforme stratégique. Parce que ça fait que les Ivoiriens des pauvres iront à l'école. Il y a des Ivoiriens qui sont intelligents, mais comme ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ou alors ils sont orientés. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont orientés dans des filières qui n'ont pas demandé.
Donc, ils vont aller à l'école comme ça, alors que ce n'est pas leur vocation. Je veux dire qu'il faut réformer. Il faut réformer, il faut réformer. Moi, je propose des solutions techniques pour réformer. Moi, je vais vous surprendre. Hein, je vais vous surprendre. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait un problème de réconciliation. Parce que, vous savez, la réconciliation est devenue un fonds de commerce pour ceux qui, selon moi, n'ont pas d'idée. Tout le temps, on parle de réconciliation. Mais allez-y à Bobo, vous allez voir que les Ivoiriens du RHDP sont dans les mêmes cours communes que les Ivoiriens du PPACI. Ils prennent les mêmes baka, les mêmes woro-woro, les mêmes taxis. Est-ce qu'ils se battent tout le temps? Mais non, sans doute qu'il y a un problème entre les politiques, mais pas les populations. Donc moi, personnellement, et puis la meilleure façon de réconcilier les populations, c'est lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que celui qui est pauvre n'est pas en paix avec lui-même, il n'est pas réconcilié avec lui-même. Mais s'il n'est pas réconcilié avec lui-même, il ne peut pas te réconcilier avec quelqu'un d'autre. Celui qui n'arrive pas à payer l'école, les cours de son enfant, il s'en veut, mais il n'a pas d'argent, il accepte. Donc il s'en veut, donc il n'est pas en paix avec lui-même, il n'est pas réconcilié avec lui-même. Vous croyez qu'il va être réconcilié avec quelqu'un d'autre? Donc lutter contre la pauvreté permet de lutter, ou d'avoir cette réconciliation. Moi je pense. Maintenant, vous savez, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, ceux qui étaient dans l'opposition parlaient de réconciliation. Il y a eu un forum de la réconciliation. Qu'est-ce que ça a donné? Jusqu'à présent, on parle toujours de réconciliation. Aujourd'hui, ceux qui étaient au pouvoir sont dans l'opposition, ils parlent de réconciliation. Écoutez, moi, je suis à gauche, je critique le pouvoir, mais je pense que les Ivoiriens n'ont pas de problème de réconciliation. Le problème que les Ivoiriens ont, ils ont un problème de pauvreté. Et je pense que le président Ouattara n'a pas suffisamment lutté contre la pauvreté. Et il est clair que la Côte d'Ivoire est lourdement endettée. Alors, j'entends souvent dire que la Côte d'Ivoire a une dette, une situation d'endettement modérée. Et donc, moi, je dis que la Côte d'Ivoire est lourdement endettée. Parce qu'aujourd'hui, selon la loi de finances 2025, la Côte d'Ivoire dépense 75% de ses ressources propres, c'est-à-dire que les recettes fiscales dans le remboursement de la dette. Mais c'est-à-dire que vous, si quelqu'un rembourse et dans son salaire, il prend 75% pour rembourser sa dette, c'est qu'il a un problème. Alors, on ne parle pas de surendettement, pourquoi? Je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire est surendettée et personne ne peut dire que la Côte d'Ivoire est surendettée. Pourquoi? Parce que quand on prend les particuliers, le surendettement est une notion juridique, d'abord, qui part de l'acceptation de celui qui est, ou alors de l'aveu de celui qui est du débiteur. Il faut que lui-même reconnaisse qu'il est endetté et il le dit ouvertement. C'est-à-dire que prenez un particulier, vous êtes endetté, vous devez de l'argent à quelqu'un. Si vous voulez être considéré comme surendetté, dans les pays en Allemagne, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, enfin en France, vous faites une demande dans un service de surendettement pour qu'on vous accorde la qualité de surendetté. Et c'est un juge qui donne la définition. Ça, c'est au niveau des particuliers. Qui rend un jugement qui dit que, voilà, au regard des dossiers que vous avez fournis, vous êtes surendetté. En ce moment, tous les prélèvements s'arrêtent, il y a un plan de remboursement qui se met en place. Donc, la notion de surendettement, c'est une notion juridique qui concerne les particuliers. Donc, tant que vous-même, vous n'avez pas dit que vous êtes endetté, personne ne dira que vous êtes endetté. C'est-à-dire que si moi, je dois de l'argent à quelqu'un, que je ne dis pas que je suis surendetté, mais si je ne paye pas à échéance, il trouvera que je suis de mauvaise foi. Mais c'est quand je vais lui dire que je suis surendetté, je ne pourrai pas payer, effectivement, il peut comprendre. Mais si je ne paye pas, il trouvera que je suis de mauvaise foi. Pour les États, ça n'existe pas, mais pour être considéré comme surendetté, il faut que l'État lui-même le dise. Mais pourquoi les États ne le disent pas, le surendettement? Parce que quand vous le dites, le marché vous est fermé, le marché du crédit vous est fermé. Donc les États ne le disent pas. Et tout de suite, quand vous le dites, les agents de notation vous notent mal. Donc, la Côte d'Ivoire ne va jamais dire qu'elle est surendettée. Parce que si elle le dit, elle ne va plus avoir de prêts. Parce qu'on va lui fermer les portes du marché du crédit. Donc elle ne va pas le dire. Mais on sait très bien que dépenser 75% de ses recettes fiscales dans le remboursement de sa dette, mais c'est lourd. Ça veut dire qu'on a une dette qui est difficile. Mais vous savez que
les agents de notation, tant que vous remboursez, elles vont considérer que votre capacité de remboursement est intacte. Parce que il y a le fait de reconnaître. Mais le deuxième aspect, l'autre aspect, c'est que vous ne reconnaissez pas, mais vous avez un défaut de paiement. Ça aussi, on peut considérer que vous êtes surendetté. Même dans ce cas, vous devez, si vous avez un défaut de paiement, vous devez donner les raisons. Et en général, vous êtes obligé de dire que vous êtes surendetté. Donc, le surendettement, d'abord, il faut qu'il ait un consentement. Il faut que le débiteur lui-même reconnaisse qu'il en est et qu'il le dise. Donc, comme la Côte d'Ivoire ne l'a pas dit, on considère que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Mais avoir un tel ratio du service de la dette sur les recettes fiscales, je pense que... Et puis les 34 000 milliards bientôt qu'on va atteindre, on ne les a jamais atteints. Alors, il y a les infrastructures routières, je suis d'accord, il y a les écoles, il y a tout ce qu'on a construit. Et je dis merci, Monsieur le Président, mais il y avait quand même de la place pour réformer les autres politiques publiques. On ne l'a pas fait. J'imagine que, je crois que tout ce qui a été fait comme infrastructure ne vaut pas la moitié de cet endettement. À un moment donné, on s'endette pour consommer. À un moment donné, on s'endette pour rembourser les autres dettes. Parce que, qu'est-ce que fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle de la gestion proactive de la dette. Proactive, ça veut dire quoi? Anticiper. Mais on anticipe quand on voit un danger à l'horizon. Donc, la gestion proactive de la dette n'existait pas avant la crise de la dette des années 80. Ça n'existait pas. Mais la communauté financière internationale a mis en place ce dispositif pour éviter les défauts de paiement. Parce que quand un pays est endetté qui ne peut pas rembourser, ce sont ses créanciers et les pays où sont ses créanciers qui sont en difficulté. Donc, on met en place ce système-là pour que les gens puissent toujours rembourser. Mais en fait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait du reprofilage. Le reprofilage, c'est de ce qu'on appelle le refinancement. Ça, c'est pour les pays. Mais vous savez, pour les particuliers, on appelle ça du rachat de crédit. On essaie de maquiller, mais pour les particuliers, ce que fait la Côte d'Ivoire, on appelle ça du rachat de crédit. C'est-à-dire que vous avez un prêt, vous devez 100 000 francs CFA par exemple, vous devez rembourser ces 100 000 francs en 2 fois, 50 000 francs. Or, vous avez un salaire de 100 000 francs CFA. Donc vous voyez que si vous remboursez 50 000 francs, il ne vous reste que 50 000 francs à vivre. Comment vous vivez? Comment vous faites? Vous savez que vous n'allez pas payer vos factures, votre loyer, même nourrir vos enfants. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites en tant que particulier, vous faites du rachat de crédit. Vous allez voir un autre organisme, ou bien même le même organisme. Vous lui dites, bon, je veux que vous rachetez ma dette de 100 000 francs, parce qu'elle me pèse. Ce que j'ai rembourse, c'est beaucoup. Et l'organisme de crédit va vous dire, bon, ok, moi je peux vous prêter les 100 000. Vous allez rembourser. Dans l'autre dispositif, dans l'autre dette, là, vous remboursez en 2 fois. Moi, je vous propose de rembourser en 4 fois. Donc, on va dire, en ce qui concerne les pays, on appelle ça le délai de remboursement, c'est la maturité de la dette. Donc, au lieu de rembourser en 2 fois, moi, je vous propose de rembourser en 4 fois. Mais lui, le créancier, il va faire ses calculs. Il dit, vous me remboursez en 4 fois, mais vous payez 30 000 francs par mois. Évidemment, vous, ça vous arrange, vous qui êtes endetté, parce que auparavant, vous remboursiez 50 000 francs. On vous demande maintenant de payer 30 000 francs. Donc, vos prélèvements, vos cotisations, ce que vous payez au mois baissent. Donc, vous gagnez 20 000 francs pour nourrir votre famille. Parce que mais, à la vérité, la dette augmente. Pourquoi? Parce que 4 fois 4 multiplié par 3, ça fait 12. Donc, finalement, votre dette augmente de 20 000 francs. J'entends souvent, non, on ne prête qu'aux riches. Mais il faut savoir que, pour les particuliers, par exemple, ceux qui font du rachat de crédit s'enrichissent sur le dos de ces personnes qui sont en difficulté financière. Donc, quand une entreprise rachète vos dettes, elle s'enrichit sur vous. Donc, quand on fait de la gestion proactive, on fait du refinancement, c'est ceux qui nous prêtent de l'argent s'enrichissent aussi sur le dos de la Côte d'Ivoire. Sachant que quand vous êtes endetté comme ça, vous payez ce qu'on appelle une prime de risque. La Côte d'Ivoire paye une prime de risque. Et depuis un moment, la Côte d'Ivoire s'endette sur le marché. Il y a des fonds d'investissement qui ne font que prêter au pays.
Ils sont spécialisés pour ça. Vous avez beau être en situation d'endettement, mais ils vont vous prêter de l'argent. Ce qui va changer, c'est qu'eux, ils veulent s'enrichir sur vous, donc vous aurez des taux élevés. Vous aurez une maturité longue, mais cette longue maturité fait que la dette augmente parce que vous allez, comme l'exemple que je viens de vous donner. Donc souvent, on ne prend même plus grand-chose, mais comme on fait de la gestion proactive, notre dette augmente sans en profiter. Imaginez, si en plus de 100 000 francs, vous prenez encore 120 000 francs, donc ça augmente votre dette. Et on est dans cette histoire de gestion proactive. Voyez-vous? Donc, ce que fait la Côte d'Ivoire, au lieu de rembourser, en fait, la Côte d'Ivoire transfère sa dette sur les générations à venir. C'est ça qui est mauvais. Si on avait aussi conçu, parce que pratiquement tous les ans, on fait, ou bien tous les 2 ans, on fait de la gestion proactive. On s'endette tout le temps. Mais finalement, à un moment donné, avec la croissance économique, on n'aurait même pas dû, à un moment donné, vous avez la croissance économique. Pourquoi? Parce que la croissance économique est censée faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais malgré ça, vous vous endettez. C'est qu'il y a un problème. Je prends un pays comme le Japon, qui s'endette dans sa monnaie, qui s'endette sur... les Japonais détiennent sa dette, les obligations de l'État. Aux États-Unis, pareil. Aller en France, et ces pays, ça c'est le premier argument. Le second, c'est que ces pays s'endettent à des taux très bas, souvent 1%. La dernière dette de la Côte d'Ivoire, c'est 6%, 6, et quelques %. Donc nous nous endettons à des taux élevés. Pendant que les grands pays s'endettent à des taux souvent moins de 1%. Donc leur dette n'est pas chère. Sans oublier que, comme je l'ai dit, c'est une dette qui est interne, qui est intérieure, on va dire. Et donc, il ne faut pas se comparer à ces pays. Et puis ces pays-là ont une économie dynamique, résiliente à long terme. Ce qui est différent de notre économie, ça c'est d'un. De deux, ces pays-là ont un taux de pression fiscale élevé. C'est-à-dire que quand vous avez un produit intérieur brut qui est élevé, vous devez pouvoir avoir des recettes fiscales d'un certain niveau. En Côte d'Ivoire, l'UEMOA dit que la Côte d'Ivoire, tous les pays, les membres de l'UEMOA doivent avoir une pression fiscale d'au moins 20%. Au moins. 2020, nous sommes à 15%. En 2024, on était à 14%. C'est-à-dire que nous sommes loin des objectifs. Mais si vous avez 47 000 milliards ou 48 000 milliards ou 50 000 milliards de PIB, on vous demande d'avoir au moins 20% de pression fiscale. On n'a pas ces 20%. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut taxer les plus pauvres. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont riches, qui ne payent pas l'impôt. Il y a des gens qui sont riches, qui ne paient même pas les taxes foncières, qui ne payent pas comme il se doit. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le code de l'investissement. On donne de l'argent à des entreprises pour investir. C'est-à-dire les entreprises qui allaient même venir sans ce code-là, on leur donne de l'argent pour investir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne connaît même pas la dépense fiscale en Côte d'Ivoire. Combien paie le Trésor ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire, pour que les entreprises puissent investir en Côte d'Ivoire? On ne sait pas exactement. Il y a des études qui existent. On ne sait pas. Donc, il faut revoir, par exemple, notre système fiscal. On l'a vu au Sénégal. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des dettes cachées. Et puis, si vous voyez les pays de l'AES, par exemple, ils fustigent le franc CFA, mais ils ne peuvent pas sortir du franc CFA. Parce que quand vous sortez du franc CFA, que vous prenez votre monnaie, parce que le franc CFA est arrimé, on a la parité fixe avec l'euro. Donc quand vous sortez de votre monnaie, du franc CFA, que vous créez votre monnaie, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut créer sa monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Si cette monnaie est plus faible que l'euro, notre dette, si elle est 2 fois plus faible, notre dette va augmenter parce qu'on aura une dette, une monnaie faible, du coup notre dette va augmenter. Si on a une monnaie forte, nos produits ne pourront pas se vendre, ne sont pas compétitifs à l'étranger, à l'international. Ce qui fait que des pays comme le Sénégal fustigent le CFA, mais ne sortent pas du CFA parce qu'il y a leur situation d'endettement qui est là. S'ils sortent, la dette augmente. Ils créent leur monnaie, la dette augmente.
L'AES aussi, pareil. Donc, malheureusement, l'endettement va nous empêcher, par exemple, ou le prochain président qui va venir, s'il veut sortir du CFA, ça va être un problème pour lui, parce que s'il sort, il crée sa monnaie. Déjà, ce n'est pas conseillé pour un État de créer sa monnaie à lui seul, parce que ça s'apprécie avec l'économie aussi. Donc, il faut avoir une économie forte pour avoir une monnaie qui puisse tenir la route. Ben, si vous créez votre monnaie, et qu'après l'économie a des difficultés, imaginez si la Côte d'Ivoire avait sa monnaie pendant la crise soit post-électorale ou alors à partir de 2002 quand on a eu la crise. Que serait devenue notre monnaie en termes de change ou enfin, sur le marché international? Elle aurait été dépréciée. Donc, moi, honnêtement, je pense que la question de la dette, c'est un boulet, c'est un problème que nous traînons, que nous allons traîner pendant longtemps, parce que ce ne sera pas facile de rembourser. C'est près de 34 000, 35 000 milliards. Ce n'est pas en 3-5 ans qu'on va le faire. Il faut déjà, pour assurer la sécurité des populations, il faut renforcer les forces de sécurité. Il faut, si là où il y a des besoins, il faut les combler. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens, effectivement, se sentent en très bonne sécurité. Et il faut que les Ivoiriens voient des policiers partout, des gendarmes partout, pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Maintenant, concernant la défense nationale, je pense que la Côte d'Ivoire doit aussi renforcer sa défense, parce qu'aujourd'hui on a des difficultés avec les pays de l'AES, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'espère qu'il n'y aura rien de mal. D'ailleurs, j'exhorte nos autorités à avoir une diplomatie ouverte avec ces pays-là. Ça va faire que bon, les Ivoiriens pourront vivre en bonne intelligence. Ben, moi, je pense que bon, c'est un choix, hein. Je n'ai pas à commenter le choix de ce qu'ils ont fait, enfin le choix qu'ils ont fait de sortir de la CEDEAO. Honnêtement, ce sont des grands garçons, ils ont pris leur décision. Moi, je n'ai pas à commenter leur décision, bon ou pas. Vraiment, je ne suis pas originaire de ces pays-là, donc je peux pas, non, je peux pas commenter. Évidemment, on est bien obligé de collaborer. Celui qui est président est bien obligé de collaborer avec ces pays-là, parce que nous sommes quasiment des frères et sœurs. Par exemple, les Burkinabés, il y en a plein en Côte d'Ivoire, il y a plein d'Ivoiriens au Burkina, pareil pour le Mali. Donc, on a les mêmes cultures. Non, on est obligé, on est condamné à vivre ensemble. Donc, il faut collaborer. Moi, je pense même qu'il faut avoir une diplomatie apaisée avec ces pays-là, parce qu'on a intérêt à vivre ensemble.